Bon les amis, aujourd'hui on parle de NIO. NIO, qu'est-ce que c'est? NIO c'est une marque de voiture électrique chinoise. Et oui, une marque de voiture électrique chinoise, encore une. Les marques électriques chinoises envahissent là le marché en ce moment. Aujourd'hui on parle donc de NIO, c'est le NIO EL6 qui n'est pas encore vendu en France. Pour le moment NIO est vendu que dans certains pays en Europe, notamment les Pays-Bas, ce qui explique la plaque d'immatriculation. Mais je voulais quand même le tester, même s'il n'est pas vendu ici. Je voulais le tester, pourquoi? Parce que c'est vraiment super intriguant. On a ici sous les yeux donc un SUV au format un petit peu moyen, mais qui dispose honnêtement déjà d'un prix plutôt agressif, mais surtout d'un look et de prestations vraiment super intéressantes, en tout cas sur le papier. J'ai donc choisi de prendre cette voiture durant quelques jours pour la tester sur autoroute, en ville, voilà, au quotidien, comme si c'était ma voiture personnelle. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on fait un petit peu le retour d'expérience, ce qui va pas, parce que tout n'est pas parfait, Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le style extérieur, on va aller à l'intérieur et après on finira par un petit test sur route. Donc accrochez-vous et abonnez-vous parce que j'ai quand même fait un petit peu de route pour aller la chercher quand même. Bon allez, on commence tout de suite par le style extérieur. Et bien alors commençons par le design de la voiture. Je vais vous mettre des plans aussi d'illustration un petit peu du tour de la voiture. Mais on va quand même le faire un petit peu à l'extérieur de façon classique et naturelle, voilà, pour découvrir vraiment ce design. Vous allez voir, il y a des petites choses intéressantes. Alors, il y a des choses intéressantes, oui et non, parce que clairement à première vue, on voit qu'on retrouve quand même ce design qu'on retrouve déjà beaucoup dans les voitures électriques chinoises. C'est vraiment marrant, mais on voit qu'elles se cherchent encore un peu. Vous le savez, je teste quand même de plus en plus de voitures électriques chinoises. Maintenant, je roule en XPeng G6 pendant voilà un an, et c'est ce que j'avais reproché aussi au XPeng G6 et à XPeng de façon générale. C'était un design un petit peu fade, voilà, qui se cherche encore un petit peu. Et ici, on a du coup le même défaut, c'est-à-dire qu'on a vraiment une personnalité pas très marquée. On a simplement une optique ici sur un premier étage et en dessous les optiques sur 2 niveaux. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve partout maintenant, même chez Audi notamment, avec le Q6 et la 6, etc. Donc on a ce design là, le reste est fermé, on a finalement très peu de lignes de style à l'avant, même le capot est très plat, il est déjà assez massif pour une voiture électrique, mais voilà, c'est très plat, c'est dommage, ça manque encore un petit peu de caractère, ça manque encore un petit peu de personnalité selon moi. Clairement, si on me retirait le logo là, on pourrait pas dire que c'est NIO, clairement, même pour les connaisseurs, très honnêtement. En bas, vous voyez, c'est assez classique, dans le traitement des matériaux. Ici, on a du plastique un petit peu grainé de partout. C'est pas du plastique noir brillant. À savoir qu'il y a plusieurs versions qui existent. Ici, j'ai une couleur un petit peu dorée, mais il y a d'autres couleurs un petit peu plus sympas, je trouve, avec une sorte de gris, nardo gris, etc. On remarquera tout de suite en haut du pavillon, et ça, je vais vous en parler, c'est tout ce qui est radar, caméra, etc. Alors là, c'est un lidar. C'est un lidar ici, et ici, on a des petites caméras. Alors justement, ces lidars-là, ça commence à devenir un petit peu à la mode. On l'avait notamment sur le Volvo EX90. Alors attention quand même, parce que ça c'est un lidar, et en fait ça fonctionne comment? C'est une sorte de laser qui est invisible à l'œil nu, et c'est un laser qui est assez puissant avec un balayage de l'environnement qui est quand même lui aussi assez puissant, assez performant. Ça permet de voir en 3D, c'est quand même plus intéressant, c'est plus performant qu'une simple caméra qui voit simplement, on va dire, en 2D. Maintenant attention, surtout pour les iPhones, les lidars ont tendance à abîmer les petits capteurs de nos téléphones. Les capteurs sont assez sensibles et ces lidars là sont assez puissants, donc ne rapprochez pas trop votre iPhone de ce capteur là parce que ça risque de l'abîmer. J'en ai fait les frais, donc voilà, pas avec cette voiture, mais j'en ai fait les frais, donc c'est quand même un petit peu gênant. Donc les capteurs photos sont assez sensibles, c'est tellement que c'est puissant, tellement que c'est performant, donc attention, je voulais juste vous le préciser, c'est la petite anecdote du jour. En tout cas, ça a le mérite d'être là. Bon, là, ils sont placés en haut, ça fait un petit peu peut-être disgracieux, mais NIO les met en avant, NIO les assume. Ça fait un petit peu effet verrue, un petit peu effet bouton, c'est assez spécial. Mais voilà, ils sont là, au moins, ça permet de balayer le plus efficacement possible puisque c'est à l'endroit le plus haut de la voiture. Sur le côté, on trouvera des caméras qui sont intégrées ici. On les a dans le rétro, ça c'est du classique. Les poignées affleurantes, donc il suffit d'appuyer dessus pour que la poignée sorte. Et quand je vous le montre, ça marche pas. Alors évidemment, heureusement que j'ai laissé la clé et la fenêtre ouverte, sinon je serais bloqué à l'extérieur. Ah voilà, faut insister un petit peu. Et d'ailleurs, vous le voyez au niveau des bruits de porte, c'est quand même plutôt quali. Pour ceux qui ont des doutes sur la qualité des voitures électriques chinoises, honnêtement, la qualité est vraiment au rendez-vous. La trappe est juste ici, donc vous voyez, elle s'ouvre avec un simple appui. On a le CCS, on n'a pas de capuchon, ça c'est génial, merci. Merci NIO de ne pas mettre des capuchons en plastique là tout moche. Voilà, à l'arrière c'est là aussi plutôt réussi.
Bon, pareil, hein, on a ce design-là, très classique. Il y a 2-3 petites airs de Porsche très rapidement dans la coupe, dans les feux. Pareil, le bandeau de feu traversant, le nom du modèle ici, le logo NIO, qui est plutôt réussi d'ailleurs. Hein. Donc voilà, clairement, à l'arrière, c'est plutôt une réussite, je trouve, au niveau justement de ce design-là. Maintenant, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, on pourra en discuter. Est-ce que vous le trouvez sympa? Moi, je le trouve vraiment beau. Et on a aussi les autres modèles de la gamme NIO qui sont eux aussi très réussis. On a des berlines, on a des SUV, il y a vraiment une gamme assez complète. C'est vraiment une marque qui envoie du pâté. Surtout, on le verra à l'intérieur, c'est là finalement que tout se passe. L'intérieur est clairement bluffant. Mais avant ça, parlons des specs. Déjà, parlons de la puissance. Ici, c'est simple, sur le L6, on a une seule proposition, AC4 motrices, 490 chevaux de puissance. Et au niveau des batteries, là, il y a un choix un petit peu plus large. On a deux tailles de batterie, donc 75 et 100 kWh, ce qui est quand même plutôt pas mal au vu du format de la voiture, ce qui offre sur le papier une plutôt bonne autonomie. Bon, la petite batterie est annoncée à 406 km d'autonomie et la grosse batterie jusqu'à 529 km d'autonomie, ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors au niveau des batteries, justement, il y a une petite précision à apporter là-dessus. C'est-à-dire que, souvenez-vous, à l'époque, avec les anciennes Renault Zoé, on avait un système de location de batterie. Oui, la voiture était vendue, on va dire, un petit peu séparément de sa batterie. Mais ici, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'acheter la voiture avec ou sans, entre guillemets, la batterie. Alors si vous achetez la voiture sans la batterie, on a des tarifs plutôt intéressants, puisqu'elle commence à 55 900 €. Ensuite, vous pourrez payer 169 ou 289 € par mois selon la taille de batterie. Et là, vous aurez accès, en prenant cette option-là, au swap batterie de NIO. C'est quoi? NIO propose pas mal de stations, justement, dans certains pays en Europe, notamment les Pays-Bas, etc. Des stations qui vont vous permettre directement d'échanger la batterie en moins de 5 minutes. C'est-à-dire que vous arrivez avec une batterie vide, il y a une sorte d'automate qui vient prendre la batterie par le dessous, la remplacer par une batterie neuve et entre guillemets rechargée. Donc en gros, en 5 minutes, vous repartez toujours batterie pleine. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est pas disponible partout. Par contre, si vous achetez la batterie, vous n'aurez pas accès à ces stations. Et là, vous paierez donc la voiture 67 900 € pour la version petite batterie et 76 900 € pour la version grosse batterie. Allez, on va voir l'intérieur parce que là, il y a l'église qui sonne, donc j'espère que le son est pas trop mauvais. Ça doit être certainement la messe du mercredi matin. Bon, avant d'aller sur la route, parlons quand même de l'intérieur de ce NIO EL6. Alors, on pourrait se dire que toutes les marques chinoises proposent à peu près la même chose au niveau de l'intérieur et ça c'est un reproche que on peut faire. Même moi je le fais personnellement et c'est vrai qu'on retrouve à peu près la même philosophie. On retrouve à peu près les mêmes thèmes de couleurs, de matériaux, etc. Ici on a tout de même une présentation qui est vraiment au rendez-vous, c'est quali, c'est agréable à regarder et c'est pas chargé. Voilà, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'incohérence. Et pour faire le parallèle avec les marques justement européennes, les Allemands, Mercedes, Audi, BMW, etc., que je teste aussi quand même pas mal sur la chaîne, et ben c'est vrai que je préfère cet intérieur ici. Je le trouve plus harmonieux que certaines de ces marques allemandes qui certes proposent des intérieurs très quali, mais parfois un petit peu trop chargés, un petit peu trop bling bling ou avec des fautes de goût. Ici, il n'y a pas de faute de goût, c'est bien fait, c'est agréable en fait, juste visuellement, c'est agréable de monter dans la voiture. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Clairement, ça bouge pas. On a beau appuyer sur les matériaux, il n'y a rien à dire. C'est bien fait. En fait, juste ils sont au niveau, quoi. Les Chinois sont au niveau. Il n'y a plus, il y a pas à chier, quoi. Ils sont au niveau. Alors ici, en plus, on a clairement, et je connaissais pas du tout NIO, on a un intérieur qui est quand même raffiné. Ça va assez loin dans les boutons, dans les détails. Juste les boutons de vitre, je les trouve vraiment beaux, ils sont rétro-éclairés, ils sont sympas, tout est agréable. Quand on appuie sur les boutons, c'est sympa. Ici, le petit commodo pour se mettre en drive, il est hyper original. C'est pas un commodo au volant comme on a chez Tesla. Donc vraiment là, il y a toute une atmosphère, toute une ambiance chez NIO que j'aime beaucoup. Aussi l'ergonomie, je suis bien assis, les fauteuils sont agréables, sont confortables, tout électrique, réglable de tous les côtés, évidemment. Alors on a aussi évidemment le système d'infodivertissement dans la voiture. Alors il est très complet, là aussi pas de grande révolution. Je dirais même qu'on est peut-être un poil en dessous de ce qu'on a vu déjà. Par exemple chez Xpeng, on a vraiment un système très très complet avec par exemple YouTube, etc. intégré en natif. Ici visiblement on n'a pas d'application à part un karaoké, on n'a pas vraiment d'application comme YouTube, etc. On a juste un navigateur, la météo, peut-être quelques jeux, mais on n'a pas vraiment un système qui va aussi loin, j'ai l'impression. Pour le reste on a tout ce qu'il faut. Exactement comme le reste des autres marques, on a un menu avec justement les paramètres qui sont regroupés. Tout est plutôt agréable, tout est plutôt facile dans les menus. Il n'y a aucun bouton. Tout se passe vraiment dans l'écran, même le réglage du volant, des rétroviseurs. Donc c'est une voiture assez techno quand même. Faudra aimer. Maintenant l'interface, voilà, après
plusieurs jours de prise en main. Elle est agréable, on trouve tout ce qu'il faut. Donc clairement, ça fait le boulot. Et en plus de ça, le petit bonus, c'est que évidemment, bon, on a le planificateur. Toutes les bornes sont référencées, même ici en France, alors que NIO n'est pas distribué en France. Toutes les bornes sont référencées et évidemment, on aura aussi les stations de swap batterie qui sont là aussi bien référencées. Vous pouvez tout sélectionner sur un trajet si vous voulez soit du swap batterie, soit de la recharge classique. Je disais la petite cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est l'assistant. L'assistant Nomi qui est ici dans la voiture. Alors Nomi c'est quoi? C'est un assistant virtuel qui est présent dans la voiture. Les Chinois aiment beaucoup ça. Maintenant en Europe je suis un petit peu plus réservé sur plutôt l'utilisation. On est une clientèle plutôt conservatrice, surtout sur cette gamme de prix. Une clientèle peut-être aussi d'un certain âge, faut être honnête, parce qu'il faut quand même avoir de l'argent, donc un certain âge pour pouvoir s'acheter la voiture. On va pas s'acheter la voiture à 20 ans. Et on a un assistant qui fait très jeune, qui fait très cool. Voilà, les Chinois aiment bien ça. Maintenant, je suis pas sûr que les utilisateurs européens utilisent vraiment ce système-là, même s'il est plutôt intéressant. Par exemple, on va le tester. Hey Nomi, open the window, please. Bon là c'est du classique avec mon magnifique accent anglais. Je peux lui dire aussi Hey Nomi, turn off the climatization. Voilà, et même en étant approximatif. The climatization, je sais même pas si ça se dit comme ça. Mon anglais, clairement je dois le bosser. Mais vous avez compris, même en étant approximatif, elle comprend. Là on peut couper la clim, ouvrir la fenêtre, etc. Et en plus selon l'endroit où vous êtes assis dans la voiture, elle va réagir différemment. Ici, je suis sur le siège conducteur, donc elle va baisser ma vitre. Si j'étais sur le siège passager, elle baisserait la vitre de ce côté-là. Voilà, petit détail qui fait plaisir. Pour le reste, au niveau de l'habitabilité, évidemment à l'arrière, on est très bien. Là aussi, très confort. On a 5 vraies places. On est bien installé. Il y a de la place. C'est lumineux avec le grand ciel de toit ouvrant et panoramique. Et au niveau du coffre, là aussi on a un très grand coffre avec donc un petit double fond pour ranger le câble. Et visiblement on n'a pas de frunk, en tout cas il n'y a pas de manette pour ouvrir le coffre avant. J'ai cherché aussi dans l'écran, il n'y a pas de raccourci visiblement. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas de frunk dans la voiture. Mais évidemment je peux peut-être me tromper. Bon, maintenant prenons donc la route avec donc le L6. Alors c'est tout simple, hein. Quand on monte dans la voiture, pareil, il n'y a pas de bouton à allumer, etc. Maintenant, toutes les marques chinoises font ça, on met juste le pied sur le frein, drive, et là, c'est parti. Alors là, on pourra directement tester le rayon de braquage de la voiture. J'aime bien faire ça. On est quand même sur un gros véhicule, on parle toujours des gros véhicules, surtout l'encombrement en ville. Et c'est vrai que c'est un petit peu le défaut que j'ai noté, c'est que ça braque pas des masses non plus, hein. C'est pas foufou, clairement j'ai vu mieux. Alors oui, ça reste un gros SUV, mais vous le voyez clairement en ville, ça peut être un tout petit peu handicapant quand même, hein. C'est clairement pas, je pense, le meilleur de la catégorie. On est sur une voiture électrique, donc moi j'aime bien régler tout de suite la régénération d'énergie. Alors tout se passe justement ici dans l'écran. Et pareil, c'est vrai que c'est pas toujours hyper intuitif d'aller chercher chaque option dans driving, etc. Donc là on a les modes de conduite et par exemple la régénération est toujours dans cet écran tout en bas du menu. Et en plus de ça, j'ai l'impression que quand on se met par exemple en mode élevé comme là maintenant, et quand on redémarre la voiture, elle retombe en standard. J'ai l'impression. Alors ça sera à confirmer, mais j'ai l'impression que ça fait ça, parce que à chaque fois que je le mets en high, il se remet en standard à chaque fois. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Et on le verra tout de suite, on n'a pas de mode one pédale dans la voiture. Ça c'est quand même là aussi un petit peu dommage. On va voir un petit peu comment la voiture se débrouille au niveau du parc assist. Alors si je ne m'abuse, comment fonctionne le parc assist automatique? Et ben là on a juste voilà, le petit bouton, on peut sélectionner. Et là voilà. Ici par exemple on a une place de parking, donc je sélectionne juste la 2. Et là j'ai juste à retirer la main du volant et les pieds des pédales. Là la voiture gère absolument tout toute seule. Et clairement, c'est l'avantage aussi des voitures électriques chinoises, je trouve, c'est qu'elles sont quand même super performantes. Alors même si je trouve qu'elles manœuvrent vraiment très très proche de la voiture, ça fait un petit peu peur quand même. Ouais, elle est très très proche mais assez précise. Mais je trouve quand même que les voitures électriques chinoises se débrouillent hyper bien. On voit quand même qu'ils sont très chauds là-dedans, parce que même encore dernièrement, on l'a vu avec des voitures électriques de marques historiques européennes ou autres, et ben il y a encore quelques difficultés. Parfois, elles nous font quand même des dingueries. Et là, avec les voitures électriques chinoises, j'ai l'impression que c'est quasiment tout le temps sans faute. De toute façon, on commence tout de suite avec de l'urbain. Moi, c'est ce que j'ai noté tout de suite. C'est les premiers mètres. C'est hyper agréable. C'est clairement agréable.
c'est confort mais de fou. Alors moi, juste ce que je regrette au niveau clairement de la conduite, c'est surtout la position de conduite. On a vraiment une position de conduite assez particulière, c'est-à-dire qu'on est assis évidemment assez haut, mais ça c'est normal, c'est un SUV, mais en fait c'est la position du volant. Moi j'ai pas trouvé ma position idéale, c'est-à-dire que je trouve quand même le volant trop haut. On a une position un petit peu, je dirais, utilitaire. Le volant est très haut. Alors clairement, j'avais fait le parallèle dans ma vidéo road trip avec le Peugeot 3008, avec le iCockpit que j'aime vraiment beaucoup dans la philosophie. Ici, on a vraiment une philosophie radicalement différente, c'est-à-dire que le volant est vraiment très haut, le compteur est derrière le volant, et justement, si je baisse un petit peu le volant, je vois plus le compteur. Donc, j'aurais aimé une position peut-être un petit peu plus différente. Après, ça plaira certainement au plus grand nombre, hein. C'est juste une préférence personnelle, mais je préférais le signaler. Alors aussi, quelque chose de rigolo que je vais vous montrer, c'est que vous voyez, on a tous les lidars, etc. au-dessus, sur le toit. Et en fait, c'est quand même plutôt performant. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en ville, j'active juste les aides à la conduite. Donc sur le volant avec la branche de gauche, là, vous voyez, je vais mettre à 45 km/h et ça marche étonnamment très très bien, même justement en ville, alors que c'est absolument pas conçu pour, hein, c'est absolument pas fait pour. Mais vous le voyez, elle est vraiment très bien calée au milieu de la voie et elle voit très bien la circulation. On se rapproche là de plus en plus d'une conduite 100% autonome. Et clairement, là aussi je suis bluffé parce que les Chinois ont clairement là aussi visiblement un coup d'avance. Alors vous voyez que là, même si les lignes se compliquent un petit peu, elle se débrouille plutôt bien. Alors c'est absolument pas fait pour, mais je voulais voir comment la voiture se débrouille en situation un petit peu plus délicate, en situation un petit peu plus complexe. Et franchement, je peux vous dire, ça marche quand même plutôt bien. Vous voyez là, elle va aller jusqu'à l'arrêt, très efficace, honnêtement. En plus, la visualisation derrière l'écran est vraiment bien faite. Donc clairement, vous voyez, là, elle repart. Là, je ne touche à rien. Donc on se rapproche de plus en plus d'une conduite full autonome. On n'y est clairement pas encore, mais sur de gros axes routiers importants, ça peut clairement le faire. Là, vous voyez, elle est toujours en train de conduire toute seule. Donc, et les alertes sont vraiment très discrètes, hein, même tout ce qui est bip de survitesse et tout. Vous voyez, là, il y a un virage beaucoup plus complexe. Est-ce qu'elle va le négocier? Bon, évidemment, elle ne le négocie pas. Voilà, et là, elle me coupe les aides à la conduite. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'elle peut être aussi rapidement dépassée, mais j'étais quand même assez surpris. Lorsque la route est quand même plutôt droite, la voiture se débrouille quand même, je dirais, plutôt bien. Les amis, juste avant d'aller sur l'autoroute, vous voyez là, je suis sur une sorte de voie rapide à 90-110. Au niveau des aides à la conduite, là aussi, c'est quand même très efficace, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle prend bien la courbe. Donc clairement, on voit que les capteurs ont un réel impact, ont un réel intérêt justement dans l'utilisation des aides à la conduite. C'est vraiment au niveau, hein. Alors, vous allez voir que sur autoroute, parfois, il y a 2-3 petits défauts. Là, elle me demande de tenir le volant. Donc, j'ai juste à poser les mains, elle détecte. Sur autoroute, parfois, il y a 2-3 réactions un petit peu plus délicates, mais je dirais qu'on est clairement là sur un autopilote qui se rapproche de plus en plus du niveau des Allemands, de Volkswagen, Travel Assist, BMW, Drive Assist Pro, etc. etc. Hein. Clairement, on est très très bien là-dedans. Et on pourra le tester sur autoroute. Il y a 2-3 petites fonctions sympas aussi qui font plaisir. Bon, petite chose quand même qui m'a gêné, hein, sur le trajet retour, que j'ai remarqué seulement donc à la fin, c'est que le volant est quand même assez pénible, il détecte parfois assez mal la main, et la voiture se met donc à biper dans tous les sens. Ça, c'est quand même vraiment pénible. Bon, et autre chose aussi, hein, que je vais rajouter pendant que j'y suis, c'est qu'en ramenant la voiture au matin à Amsterdam, la voiture ne me permettait pas d'activer les aides à la conduite. Tout simplement parce que le lidar était mouillé à cause de la nuit, de l'humidité. Et ça, c'est quand même un petit peu gênant, je trouve. Il a fallu attendre pas mal de kilomètres pour que l'humidité s'en aille d'elle-même. Alors de façon générale, ce que je pourrais retenir de cet essai là après plusieurs jours, c'est le comportement de la voiture que je trouve très sain. Et je l'ai tout de suite ressenti en fait très sain, très agréable. Je dirais même voilà, rassurant, sécurisant. Et je le précise pourquoi? Parce que c'est pas le cas de toutes les voitures. C'est pas le cas de toutes les voitures aussi chinoises, hein. Ça m'arrive de tester des voitures où je suis vraiment déçu par le comportement. Pour ne pas les citer, j'avais testé BYD. Et BYD n'est clairement pas à ce niveau-là pour moi de conduite, de toucher de route. Ici, clairement, on est sur un véhicule qui est sain, qui est agréable en fait. Et qui tient la route. Alors oui, c'est un petit peu bateau, voilà, c'est une grosse voiture assez lourde. C'est pas l'éclate à conduire, hein, pour être honnête. C'est surtout typé confort. Mais je pense que NIO, avec les berlines, hein, je pense que NIO se débrouille quand même très très bien et propose du coup sur ces berlines un comportement bien plus agréable, bien plus sympa, je dirais, à la conduite que cette voiture qui, encore une fois, est typée vraiment très très confort. Allez, on s'insère sur l'autoroute A1, c'est parti, il n'y a personne, je mets le pied dedans,
Bon, on a bien nos 490 chevaux, vous voyez, on est tout de suite à 130, 140. Et là, ce que j'ai noté aussi, parce que j'ai quand même fait pas mal d'autoroutes aussi, j'ai été la chercher à Amsterdam la voiture, là aussi on a quand même un bon niveau de confort. Alors c'est vrai que parfois on entend un petit peu le vent, surtout là au-dessus, ça fait quelques petites perturbations aéro, comme on a un petit peu là les caméras, etc. Donc il y a un tout petit peu de bruit de vent en frontal, mais globalement c'est quand même très correct. C'est bien insonorisé, on s'entend, c'est agréable, et même les bruits de roulement, ça variera forcément selon la qualité de l'enrobé, mais là aussi c'est plutôt bien. Tout ce qui est saigné au milieu de la route, les petites transitions et tout, on sent vraiment pas grand chose. Donc là aussi on a une réelle qualité d'amortissement que NIO d'ailleurs met en avant sur son site. Finalement, tout ce que j'ai noté à l'intérieur, c'est le petit bruit là, avec l'accoudoir qui est un peu mal clipsé. Bon voilà, ça peut-être, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Voilà, ça c'est le seul petit défaut. La fonction sympa ici, c'est la possibilité justement de se rabattre de façon automatique. Voilà, on peut activer l'Active Lane Change et en fait ça va permettre de réaliser un dépassement de façon automatisée, hein, comme on a chez Tesla avec le AP, BMW, Travel Assist, Peugeot et tout maintenant. Donc on a bien ce système là, on va le tester, je vais juste vous montrer rapidement. Donc là je mets juste un petit coup de clignotant et là la voiture va doubler d'elle-même. Et ce qui est bien, c'est que pas besoin d'avoir forcément un véhicule devant soi. Par exemple, chez XPeng, il faut avoir un camion ou une voiture devant soi pour réaliser la fonction, enfin la manœuvre. Et là, ici, pas besoin. Donc ça marche très efficacement. Vous voyez, elle fait le dépassement elle-même en faisant les checks. Donc ça, c'est cool. Maintenant, parlons des consommations et donc de l'autonomie réelle. Globalement, moi en mixte, ce que j'ai eu, donc autoroute et un petit peu de tout, hein, de la route, de la ville et tout, on est globalement à 20 kWh au 100. Donc ça nous offre 350 km d'autonomie en réel avec la voiture, ce qui est plutôt correct. Sur autoroute, moi j'ai vu au maximum 21, là presque 22 kWh au 100 à 130 km/h, ce qui est quand même très correct je trouve. Là pareil, on aura 350 km entre chaque recharge avec la voiture, ce qui est vraiment très bien. Maintenant justement, parlons de la recharge et faisons la petite conclusion sur la station de recharge. Bon les amis, me voilà sur une station de recharge. On est chez IE Charge, je vais brancher la voiture. Je prends mon CCS qui est juste là, hop, et là je branche, c'est parti. Alors au niveau de la recharge, on voit quand même que NIO met beaucoup en avant, je pense, le système de swap batterie, puisque du coup en 5 minutes, vous repartez avec une batterie pleine. Par contre, en branchant la voiture de façon, on va dire, conventionnelle, là c'est quand même beaucoup plus décevant. On a déjà une plateforme classique, pas de 800 volts, c'est du 400 volts classique à l'ancienne, on va dire. Sur une voiture quand même à ce prix, on pourrait avoir du 800 volts, on exigerait même avoir du 800 volts pour avoir des puissances de recharge plus intéressantes. Ici, au niveau de la puissance de recharge, on est à 140 kW. Et 140 kW, honnêtement, c'est correct, mais dans la moyenne, je dirais assez basse. Maintenant, on a des voitures qui prennent plus de 200, 220, 250 kW avec des architectures 800 volts. Donc ici 140 kW, il faudra compter un bon 30 minutes pour faire une recharge. Bon, heureusement qu'on a quand même une grosse batterie, une plutôt bonne efficience, donc une bonne autonomie. Mais voilà, les arrêts recharge sont, je trouve, un petit peu plus décevants que d'autres marques, comme par exemple XPeng avec le G6 qui envoie du pâté, ou même avec le G9 qui sont capables de faire des recharges de 10 à 80% en 2 fois moins de temps, entre 15 et 20 minutes quand même. Donc c'est quand même largement mieux que ce NIO EL6. Voilà, c'est juste à titre d'information, je vous montre, je suis à 60%, je me branche rapidement à 61 kW. Voilà, et j'ai constaté une courbe quand même pas non plus trop dégueulasse, franchement ça se passe quand même plutôt bien, mais c'est juste que voilà, on aimerait peut-être avoir un petit peu plus, surtout dans une voiture de 2024. Bon alors pendant que je recharge la voiture pour aller la rendre demain, qu'est-ce qu'on pourra conclure finalement avec ce NIO EL6? C'est que de façon générale j'ai été vraiment bluffé, surtout sur l'aspect purement conduite, le comportement qui est très sain, qui est très réussi, toutes les aides à la conduite, le système d'infodivertissement qui est vraiment au rendez-vous. Maintenant voilà, encore une fois le petit point décevant c'est surtout pour moi la recharge, pour moi le système de swap batterie qui honnêtement a pas trop lieu d'être. Il suffit de faire des voitures qui sont performantes à la recharge, c'est beaucoup plus simple finalement que de développer un réseau de swap batterie qui coûte cher, qui est chiant à développer, qui est long, enfin voilà, il y a tout pour moi quand même pas mal de désavantages au système de swap batterie. On peut en débattre en commentaire, c'est un débat quand même plutôt intéressant. En tout cas, NIO parie beaucoup là-dessus, en Europe et même beaucoup en Chine. Du coup, il y a quand même un nombre assez important de stations là-bas. Moi, je suis plutôt partisan des stations de recharge qui envoient du pâté, des voitures performantes à la recharge avec un bon système de gestion de batterie, finalement avec une batterie qui est assez grosse et une bonne vitesse de recharge. Clairement, ça ne pose aucun souci pour une utilisation au quotidien. C'est vraiment ce que je regarde sur ce NIO EL6. Dites-moi du coup, comme je vous le disais, ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez d'autres essais justement de la marque NIO, même si encore une fois elle n'est pas disponible ici en France.
Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Max, ciao.